y a un risque dans l'immobilier qui existe. Maintenant, il faut le mesurer, être diversifié et choisir les bons locataires. Si demain, je prends énormément de risques immobiliers, en achetant par exemple du commerce avec des locataires précaires, ce genre de choses, je vais avoir des rendements maximaux, mais je vais avoir un risque élevé. Ouais. Et si le locataire part, ça fait 0 de loyer. Nous, aujourd'hui, nos locataires, c'est Decathlon, Engie, le Pôle emploi espagnol. On y passe mais des heures à regarder la qualité des locataires, parce qu'en fait, c'est ça qu'on achète. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Oussama Bouraleb, président de Darwin Invest, pour parler de la SCPI Darwin RE01, lancée il y a un peu plus d'1 an. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi et comment a été construite cette SCPI, quels ont été les défis de la première année et surtout la vision marché que porte Darwin sur le futur. Oussama, bonjour, ravi d'être avec toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Flavien, ravi également de partager cet échange avec toi et puis j'ai hâte qu'on entre dans le vif du sujet. Oussama, pour commencer cet échange, beaucoup auraient pu considérer que lancer une SCPI fin 2024, c'était presque contre-cyclique, alors même qu'il y avait de belles opportunités immobilières qui ont vu le jour. Pour une nouvelle société de gestion comme Darwin, est-ce que ce retournement de marché a justement créé un moment idéal, une fenêtre idéale ? En fait, si on regarde de la fenêtre d'un investisseur, donc un investisseur en SCPI, entrer dans une SCPI qui ne porte pas de stock sur cette période 2024, même fin 2023, c'est un investissement qui peut avoir du sens dans le sens où le marché s'est reconfiguré, on va en parler, avec des acteurs historiques, des nouveaux entrants, et les nouveaux entrants ont bénéficié d'opportunités d'acquisition qui sont plus intéressantes que le cycle précédent. Avec des vendeurs contraints, qui est un peu une partie de notre thèse d'investissement, et des collecteurs nets, donc des gens qui ont une capacité de collecter et d'acheter, qui eux avaient un effet de marché intéressant pour eux. Donc si je regarde purement de la fenêtre de l'investisseur, c'est un marché qui est très intéressant. Maintenant, du côté des sociétés de gestion, donc des gérants comme nous, Darwin, c'est un marché où on a connu, et on va aussi en parler, une recrudescence de la compétition, parce qu'il y a eu un certain nombre de SCPI qui se sont lancés en se disant nous aussi on est des malins, le cycle d'investissement est désormais favorable, allons-y, et on s'est retrouvé à être plusieurs dizaines finalement à avoir cette idée. Donc finalement sur la collecte, il y a une vraie compétition. Mais côté investisseur, c'est une vraie opportunité de marché qui est intéressante. Et on voit aujourd'hui dans le podium, même le top 10 des SCPI qui ont fait les meilleurs chiffres actuellement, que se trouve un certain nombre de SCPI récentes. Par récentes, j'entends moins de 6-8 ans, on va dire. Donc finalement, cette stratégie est en train de payer, bien que la collecte reste assez maigre comparée à des années historiques sur la SCPI. Tu l'as dit, entre 2023 et 2025, il y a énormément de nouvelles SCPI qui ont été lancées. Est-ce que tu penses qu'on assiste à une vraie transformation du marché ? Et est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait une forme de saturation, tu en parles sur la collecte, au niveau du marché des SCPI ? Alors moi, ma conviction personnelle, c'est que le marché va complètement se renouveler. Et c'est déjà en cours, c'est déjà amorcé. Ce qui va se passer, c'est que les nouveaux acteurs ont une opportunité sans précédent d'entrer sur ce marché, de se faire une place, de se faire une identité, de se faire une notoriété grâce à une période où ils vont sortir des performances intéressantes. Donc, quand on regarde à nouveau le top 10, on voit que c'est très souvent des nouveaux acteurs. Les acteurs historiques ont un problème structurel qui est départ en attente de retrait et une marque qui est écorchée. Si on regarde les grandes marques aujourd'hui, il y en a certains même qui ont changé de nom. Finalement, cette visibilité-là auprès de l'investisseur et du distributeur, elle va rester dans le temps. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un transfert de la part de marché. La part de marché était chez des acteurs historiques et progressivement, elle va grossir chez les nouveaux acteurs. Ça, c'est ma conviction profonde. Maintenant, dans ces nouveaux acteurs, on est un certain nombre. Il se peut qu'il y ait un phénomène de concentration, c'est même en cours, pour avoir des informations d'insider, c'est en cours, il y a une concentration qui est amorcée en 2026. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un certain nombre de très grands gagnants, les acteurs qui collectent énormément d'argent, d'autres qui vont bosser ensemble pour constituer des vrais compétiteurs, et certains qui peut-être devront fusionner, être absorbés par des SCPI plus importantes. Très clair et très intéressant.
Si on rentre dans le vif du sujet en parlant de la SCPI Darwin RE01, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre SCPI est une SCPI européenne et quelle est la répartition géographique cible que vous avez à terme sur cette SCPI? Oui. Aujourd'hui, on a 8 actifs, dont 3 à l'étranger, en Espagne. Et la feuille de route de 2026 est une quasi-exclusivité au marché européen hors France. On a bien compris le message. On sait qu'il y a une vraie volonté de l'investisseur de s'exposer au marché européen pour plein de raisons qu'on ne va pas détailler ici. Je sais que vous en avez déjà un petit peu On le voit parlé. tous les jours, effectivement. Et puis on le voit tous les jours, nous, avec les investisseurs. Voilà, c'est ça. Donc nous, aujourd'hui, on achète quasiment qu'à l'étranger. On regarde toujours le marché espagnol qui est assez dynamique. On a des très belles opportunités en ce moment au Portugal, dans les 3 villes, les 3 grandes villes portugaises, où on voit qu'il y a une dynamique qui est impressionnante de développement dans ces pays-là, puisqu'ils ont à la fois le côté côtier, l'attractivité d'un pays européen et une économie qui est en croissance. Donc c'est des facteurs qui sont positifs pour l'immobilier. On n'est pas complètement fermé au marché français. Si on voit des opportunités, on a acheté, par exemple, au démarrage de la SCPI, un magasin Decathlon pour un rendement acte en main quasiment de 8% en Normandie. Bon, c'est une opportunité avec une walbe longue qui est super intéressante et qui va peut-être même pouvoir générer de la plus-value latente si dans 3 ans, 5 ans, on veut le céder. Donc des fois, il y a des rationnels où être radical comme ça, se dire que l'étranger, que la France, c'est peut-être un peu trop. Nous, on s'ouvre à la fois sur les classes d'actifs et sur les pays à tout. Maintenant, on va être à prépondérance européenne cette année. D'accord, donc vous êtes déjà présent en Espagne, le Portugal que vous avez en ligne de mire. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens sur lesquels on peut s'attendre à vous voir arriver dans un moyen ou court terme? Bien sûr, on a étudié avec nos operating partners, puisqu'on travaille avec un maillage local dans les différents pays, l'Allemagne, le Pays-Bas, Espagne, Portugal. Pour l'instant, c'est ces 4 pays, puisqu'on a une gestion finalement assez bon père de famille avec une collecte qui reste assez modeste. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'opportunités que de collecte en face. Donc finalement, on n'a pas besoin de s'exporter sur 10-15 pays, puisque chaque pays a sa fiscalité, son système notarial, etc. Donc à chaque fois, il faut se refaire la main, recréer une structure. Aujourd'hui, on a des gens de très bonne confiance dans ces 4 pays qui seront pour moi la feuille de route au moins des 12-18 prochains mois. D'accord, et j'imagine que vous êtes d'autant plus sélectif du coup sur les actifs sur lesquels vous investissez au fur et à mesure. Oui, bah ça c'est c'est tout l'avantage d'investir dans ce que j'appelle des small caps, donc des petites capitalisations de SCPI. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le panorama de marché, il y a des acteurs qui collectent énormément avec des équipes d'investissement qui ne se démultiplient pas en centaines de personnes. Ça reste des petites équipes d'investissement. Donc eux, leur stratégie, c'est de dire on envoie des offres à tout va et lorsqu'on trouve un bon rendement, un bon rapport risque-rendement, on y va, mais avec des due deals aussi qui peuvent être un peu resserrés, des impératifs de collecte au regard du délai de jouissance qui poussent à l'acquisition. Nous, on est dans la configuration inverse où on a une collecte qui est modérée et un nombre d'opportunités qui est assez élevé. Donc aujourd'hui, finalement, quand on passe en comité une dizaine de dossiers, il se peut qu'on en conclue qu'on va en faire 0, voire 1, mais très souvent, on tourne dans ces ordres de grandeur. Donc on a peu d'actifs, très concentrés, avec une collecte modérée. C'est vraiment la gestion bon père de famille, où on n'est pas en train de finalement courir après des acquisitions. Aujourd'hui, au niveau typologique, le portefeuille de la SCPI est volontairement diversifié. On a du commerce, de la logistique, des entrepôts et des bureaux. Pourquoi avoir fait ce choix de la diversification et non pas celui de la spécialisation forte, par exemple, comme peuvent le faire d'autres SCPI? Oui, c'est une question intéressante qu'on s'est posée au démarrage. Et alors, moi, j'ai un passif sur de l'immobilier géré, donc en résidence étudiante. Donc, j'ai développé une société qui s'appelle Roof, où on a développé ce qu'on appelle une plateforme mur et fond, c'est-à-dire une plateforme qui détient à la fois les résidences et à la fois qui est à l'exploitation en direct avec des salariés en interne. Ce groupe que j'ai cédé en début 2025. Et ce que j'ai identifié lors de cette expérience, c'est que une classe d'actifs peut être cyclique, même sur un marché résidentiel qui est le marché, on va se le dire, le plus robuste aujourd'hui dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que le cycle peut être lié à une variation de taux d'intérêt
il peut être lié à un changement de mode de vie. Ce qu'on a vu sur les bureaux, c'est que l'augmentation du télétravail a créé une diminution de la demande bureau dans certaines localisations. Par exemple, le centre de Paris reste assez dynamique, mais la région parisienne l'est un peu moins. Et donc, tous ces changements-là font dire qu'il y a une cyclicité sur toutes les classes d'actifs. Il n'y en a aucune qui a démontré sur 100 ans une robustesse continue. Donc, la thèse d'investissement de notre produit, c'est de dire on va tenir une promesse client qui est de l'ordre de 6,5 de rendement à long terme, avec la volonté de travailler sur des revalorisations de prix de part, etc. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en étant non cyclique dans notre thèse d'investissement et donc en étant diversifié. Personne ne peut prédire un Covid, personne ne peut prédire que demain, l'intelligence artificielle va, je dis n'importe quoi, mais remplacer des salariés de bureau. Et donc, toutes ces thèses-là qui sont les 10, 20 prochaines années, en fait, on s'en prémunit en disant « je suis diversifié en localisation, en classe actifs ». Comme ça, si j'en ai un qui bat de l'aile sur 10, 15, 20, 50, en fait, ma performance est très finement impactée. Et derrière, j'ai la logistique qui rattrape, le commerce qui rattrape, si par exemple, une classe active va un peu moins bien. Donc, c'est comme ça qu'on raisonne. Et finalement, en tant que conseiller auprès des investisseurs, je suppose que vous avez une approche sur la diversification de l'investissement. Toujours. Voilà. Donc, c'est exactement le même raisonnement, c'est de dire, pour tenir la promesse à long terme, il ne faut pas se surexposer une classe d'actifs, mais être diversifié. Donc, si l'investisseur est diversifié sur son choix d'investissement et que nous, en tant que produit d'investissement, on est diversifié, finalement, ça fait une double diversification qui lui apporte une certaine sécurité d'être exposé à plusieurs marchés, plusieurs pays et potentiellement un investissement qui pourrait être périn dans le temps. Et aujourd'hui, au niveau de la capitalisation, alors tu en as touché quelques mots. La capitalisation fin du premier trimestre 2026, on est à plus de 12 millions sur Darwin. Donc c'est une petite taille, mais qui reste liée à la jeunesse de la SCPI. Est-ce que la petite taille au niveau de la capitalisation vous permet d'avoir plus d'agilité ou une agilité que peuvent avoir perdu de plus grosses SCPI? Alors clairement, aujourd'hui, quand on regarde nos acquisitions, à nouveau, on a beaucoup plus d'opportunités que d'investissements. Donc notre agilité, elle est dans la capacité de choisir et pas de faire des choix par contrainte. Parce que je vous donne un exemple, vous êtes en comité d'investissement, vous avez collecté 50 millions sur le mois dernier, il faut déployer dans le délai de jouissance 50 millions d'euros. Sinon, vous êtes en retard sur la promesse client. Nous, aujourd'hui, on a en pipeline 50 millions d'euros lors des comités d'investissement, mais on doit déployer 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Donc on se retrouve dans une position où on peut finalement avoir le choix, orienter vers des actifs les plus robustes et prendre le temps de l'investissement. Donc c'est ça ce que tu appelles l'agilité, c'est cette capacité finalement à choisir et ne pas faire un choix contraint sur quel est le moins pire et je vais m'exposer à celui-ci. Avoir une vraie sélectivité Exactement. à l'achat et qui est en plus prouvée par la collecte et par la collecte que vous avez à déployer au quotidien. Oui. Si on va un petit peu plus loin, vous mettez beaucoup en avant la gestion active du portefeuille. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie chez Darwin? Alors aujourd'hui, quand on regarde la façon dont ont été gérés les SCPI historiques, on peut apprendre plein de choses. La première, c'est que en général, les SCPI qui ont été diversifiés ont mieux tenu la performance que les SCPI non diversifiés qui, un jour, ont pu subir un cycle, par exemple. La deuxième chose qu'on a appris, c'est que les SCPI qui ont eu une gestion active, c'est-à-dire mettre du CAPEX, donc de l'investissement pour rénover certains actifs, pour les relouer, par exemple, si un locataire est parti, c'est-à-dire vendre des actifs sur lesquels il y a une opportunité de plus-value sur une année où cette classe d'actifs est très désirable, avoir toute cette gestion-là, travailler sur son ESG pour améliorer la note, ce qui devient aujourd'hui un critère de sélection majeur dans les décisions d'investissement des gérants. En fait, quand on gère son portefeuille, en général, on arrive à en sortir à nouveau des meilleures performances. Ce qui n'était pas mécaniquement le cas historiquement. Il y a même certains gérants qui sous-traitaient la gestion des actifs et qui se concentraient sur l'acquisition et la collecte, mais la gestion était sous-traitée. Aujourd'hui, nous, on considère que c'est le cœur de métier, finalement. Il n'y a pas uniquement l'acquisition et la collecte, mais aussi la façon
dont on va gérer nos actifs. Donc chaque année, on fait des programmes où on définit quelle typologie de CAPEX on va mettre en place, comment on valorise les actifs, sur lesquels est-ce qu'on imagine qu'il y a une plus-value latente qu'on prévoit d'arbitrer, par exemple, dans 3, 4, 5 ans. Et tout ça fait partie de nos réflexions sur notre portefeuille. Il faut qu'il soit dynamique et plus un stock, ce qui a pu l'être par le passé, qui finalement peut recevoir que des mauvaises nouvelles. Parce que quand tu raisonnes en stock uniquement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tes actifs se dégradent, que tes locataires peuvent partir, et que finalement, au début, tu as les bonnes nouvelles, tu viens d'acheter, tu as un rendement, et après, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Ouais. C'est ça la gestion dynamique. Ça demande un peu plus d'investissement en interne, puisqu'il faut des gens, à la fin, c'est ça la réponse, c'est qu'il faut des gens pour gérer ça. Mais aujourd'hui, on est équipé chez Darwin pour pouvoir faire cette gestion active. Et on en reparlera un peu après, mais c'est peut-être l'un des éléments aussi qui vous a permis d'annoncer des bonnes nouvelles en 2025 et en 2026. Exactement. Si on s'arrête un petit peu sur ce qui a pu se passer au niveau typologique, on a certains investisseurs qui sont échaudés par des SCPI qui ont pu être surexposés aux bureaux ou qui ont pu acheter un peu trop cher certains bureaux avant la hausse des taux. Sur Darwin, vous, quel est l'objectif maximal de bureaux en portefeuille ? Alors, nous, on aura mécaniquement une très faible exposition au bureau par notre stratégie de diversification. Maintenant, on a fait du bureau. Alors, c'est intéressant de rentrer dans les exemples pour voir quelle typologie de bureau on a fait. Aujourd'hui, nous, notre thèse d'investissement, c'est de dire, sur le bureau, on peut y aller uniquement sur un acteur public et parapublic. D'accord. Aujourd'hui, en Espagne, on a acheté un local bureau qui est l'équivalent d'un pôle, enfin, le pôle emploi espagnol. D'accord. À proximité de Barcelone. Donc, c'est un bureau, mais qui reçoit finalement des personnes qui sont demandeuses d'emploi. Donc, il y a aussi une notion d'ERP. Ils accueillent du flux. Et c'est le bureau régional de ce secteur. En France, on a fait un entrepôt avec un bureau au premier étage et un local d'activité loué à Engie, une entreprise qui est largement détenue par l'État français et où il y a une notion industrielle qui fait que le télétravail est beaucoup moins présent. Donc cette typologie de bureau, en fait, il ne faut pas tout mélanger. Le pur tertiaire, lui, il a pu être touché par le télétravail, la baisse de la demande de bureau. Mais certaines typologies de bureaux, notamment publics, elles, ont quasiment pas bougé finalement. En revanche, on se retrouve avec des taux de rendement très intéressants sur cette typologie parce que justement, cette classe d'actifs a été dégradée en termes de visibilité par investisseur. Il y a une perte d'intérêt aujourd'hui là-dessus. Et notre Pôle emploi, on l'a acheté à plus de 9% de rendement acte en main, par exemple. Okay. Donc on se retrouve sur des marchés où on peut aller chercher du rendement très intéressant avec un locataire qui est un score très élevé. Parmi les plus solides. Exactement. Maintenant, voilà, c'est comme ça qu'on raisonne. On essaye d'être plus granulaire que je ne fais pas de bureau parce que télétravail, parce que ci, parce que ça. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis et c'est important aussi à comprendre. Le bureau, ce n'est pas un bloc, une classe d'actifs unique, un monobloc. C'est vraiment toute une palette de classes d'actifs et de typologies qu'on peut avoir en dessous. Et pour les investisseurs qui nous regardent, il ne faut pas diaboliser le bureau. Le bureau, s'il est bien choisi, reste une classe d'actifs qui est très intéressante. Exactement, exactement. Passons maintenant aux performances, au cœur du sujet pour certains investisseurs qui nous regardent. Darwin RE01 a affiché un taux de distribution de 7,54% en 2025, ainsi qu'une revalorisation du prix de la part de 1%. Concrètement, pour une première année pleine pour cette SCPI, est-ce que selon toi, les objectifs ont été atteints ? Alors, de notre point de vue, la promesse était de 7,5, on a livré 7,54 et il n'y avait pas de promesse associée à une revalorisation de part, ce n'était pas une attente et ça a été, on va dire, la cerise sur le gâteau. Donc nous, on considère que sur ce sujet de la performance, on a répondu au cahier des charges et aux attentes de nos investisseurs. Maintenant, on ne juge pas de la performance d'une SCPI sur sa première année. La durée recommandée de notre investissement est de 8 ans minimum. Donc, l'objectif pour nous est d'avoir une performance long terme qui soit pérenne dans le temps. Alors, on a pris la décision de ne pas jouer à la course au taux de distribution qui peut y avoir en ce moment sur notre marché parce que quand il y a une augmentation de la compétition, forcément, il y a une augmentation de l'agressivité, entre guillemets, qu'ont certains acteurs pour se démarquer, montrer. C'est comme dans la grande distribution, on tire les prix et puis on essaye d'attirer le client.
Nous, on a décidé de ne pas faire cette course. Aujourd'hui, on est dans le top 10 des SCPI en performance, mais on ne souhaite pas être dans le top 3. On aurait pu l'être en jouant au même jeu que certains confrères, pour une simple raison, c'est qu'en face d'un rendement, il y a un risque associé. Et aujourd'hui, le produit de SCPI, la volonté de l'investisseur lorsqu'il investit dans un produit SCPI, c'est d'avoir un rendement stable et long terme. Donc on ne veut pas prendre une exposition où dans 6 ans, dans 8 ans, on informe le client que finalement cette année, on a pris trop de risques sur le passé et la performance embarquée sera de 2, 3, 4%. Ce qui pourrait arriver, si on prend énormément de risques, en fait, on aura plus de rendement, mais on pourrait avoir de la vacance. On n'achète que des actifs sur lesquels on se dit on a un niveau de sécurité très élevé sur notre capacité à maintenir cette performance. Maintenant, ça fait de nous des acteurs moins visibles, clairement, mais à nouveau, on travaille en bon père de famille et c'est comme ça qu'on veut raisonner. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ce qui est la réussite pour nous de Darwin, c'est de dire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'aura peut-être pas les meilleurs chiffres en termes de capitalisation, mais chaque année, on aura coché la promesse client. Nos clients auront potentiellement réinvesti dans notre produit, voyant qu'il y a une récurrence, il y a une stabilité d'activité. Et c'est comme ça qu'on va créer un modèle robuste. Et nous, aujourd'hui, on ne cherche pas à nouveau à multiplier par 5, par 10 notre chiffre de collecte. On cherche juste à répondre à la promesse client en se disant le travail finit toujours par payer lorsque finalement on sert la performance et qu'on tient dans la durée. Donc ça, c'est notre mission aujourd'hui. On est sérieux sur la distribution, on gère de l'immobilier comme des bons pères de famille et on sait que dans 10 ou 15 ans, on a moins de risques que d'autres acteurs de voir la performance dégringoler ou se déprécier. Exactement. Aujourd'hui, quand par exemple les SCPI ont baissé leur prix de part, certaines SCPI historiques ont baissé leur prix de part, pour certains, ça a été surprenant parce qu'ils étaient partis du principe que c'était un investissement qui, comme par exemple le livret A, était très stable dans la durée. Donc il y a eu une incompréhension de pourquoi est-ce que cette instabilité-là existe dans l'immobilier. J'ai acheté un appartement, le loyer rentre. Qu'est-ce qui fait que j'ai une décote ? Comment ça se fait ? Exactement. La réponse à ça, c'est de dire, en fait, si demain je prends énormément de risques immobiliers, en achetant par exemple du commerce avec des locataires précaires, ce genre de choses, je vais avoir des rendements maximaux, mais je vais avoir un risque élevé. Ouais. Et si le locataire part, ça fait 0 de loyer. Donc en fait, il y a un risque dans l'immobilier qui existe. Maintenant, il faut le mesurer et être diversifié et choisir les bons locataires. Nous, aujourd'hui, nos locataires, c'est Decathlon, Engie, le Pôle emploi espagnol. On n'a que cette typologie de locataires en portefeuille. Je t'invite à regarder nos locataires. C'est vraiment, on y passe mais des heures à regarder la qualité des locataires parce qu'en fait, c'est ça qu'on achète finalement. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. On ne sera pas les plus mis en avant, les plus agressifs sur le taux de distribution, la performance, etc. Mais c'est une volonté de notre part, puisque ça, forcément, ça embarque un lot de risques associés. Ouais, c'est vraiment éviter ce piège-là du rendement un peu marketing, qu'on peut qualifier de marketing, et aller au plus loin pour pouvoir assurer une gestion pérenne et une performance qui est pérenne. Exactement. Si on parle de l'autre vecteur de performance qu'il peut y avoir sur un placement en SCPI, c'est la revalorisation du prix de part. Il y en a également une que vous avez réalisée début 2026. Donc j'imagine que dans les prochains bulletins d'information, vous communiquerez en PGA, en performance globale annuelle. Oui. Alors, depuis le démarrage, finalement, on a intégré cette notion de PGA. Donc, la notion de PGA, c'est le taux de distribution, donc le rendement, plus la revalorisation ou dévalorisation du prix de part. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que si demain, j'achète un actif qui fait même, disons, 5-6% de rendement, ce n'est pas très élevé, mais sur lequel j'ai réussi, entre guillemets, à l'acheter à 30% en dessous de sa valeur de marché, en fait, c'est un très bon investissement, en réalité. Parce que si demain, je le revends, potentiellement, je vais faire plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros de plus-value. Et cette plus-value, je vais pouvoir la distribuer à mes investisseurs. Donc, en fait, ce raisonnement de dire maintenant, il faut intégrer deux notions est très important parce qu'en général, il y a certains actifs qui ont une performance de plus-value, un potentiel de plus-value embarqué, mais ce n'est pas forcément associé à des actifs qui génèrent le plus de rendement. Et donc, avoir les deux nous permet de rééquilibrer aussi, nous, en tant que gérants, notre façon de raisonner en comité d'investissement. Donc, aujourd'hui, on l'intègre systématiquement.
Et là, par exemple, sur cette année, sur la fin d'année dernière, on a annoncé une revalorisation du prix de part. Donc l'ensemble de nos investisseurs ont pris dans leurs actions 1% de prise de valeur parce que nos actifs ont été, entre guillemets, bien achetés, mieux achetés que leur valeur de marché. Donc on a fait des valeurs de marché qui nous ont indiqué vos actifs valent plus que le prix auquel vous les avez touchés. Donc vous avez la place aujourd'hui pour augmenter la valeur des actions. Oui, donc c'est un super signal aussi pour les investisseurs. Oui. L'autre élément que regardent les investisseurs, ça va être les frais. Du côté de Darwin RE01, vous avez fait le choix de mettre des frais de souscription raisonnablement modérés et des frais d'acquisition progressifs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mécanisme et les raisons qui vous ont poussé à mettre ça en place? Oui, bien sûr. Alors, on a raisonné en fonction de ce qui nous paraissait légitime et sain vis-à-vis de l'investisseur. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la commission de souscription chez nous est réduite et elle paye finalement le travail que fait notre partenaire distributeur. Majoritairement, dans la plupart des gérants de SCPI, cette commission de souscription a vocation à payer le travail des distributeurs. Donc nous, aujourd'hui, on s'est calé sur les contrats qu'on avait avec nos partenaires distributeurs. Donc là-dessus, en réalité, on ne gagne pas d'argent. Ensuite, sur la commission d'acquisition, donc on a une commission dégressive puisque faire un actif qui a une valeur d'1 million d'euros, faire l'acquisition d'un actif d'1 million d'euros ou de 5 millions d'euros, la quantité de travail est franchement assez proche. Ça peut paraître étonnant, mais à la fin, c'est une visite, c'est une due deal, c'est une analyse d'un locataire, que l'actif fasse 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Donc là-dessus, on s'est dit on va faire un modèle dégressif où finalement la valeur, le montant en valeur de notre commission d'acquisition reflète notre travail. Donc c'est comme ça qu'on a raisonné. Donc nous, on est payé qu'à partir du moment où on réalise une acquisition et de façon dégressive en fonction de la taille de l'actif. Sur un modèle un peu forfaitaire, qui va faire à peu près le même montant à chaque fois en valeur. Exactement. Pour couvrir vos coûts. Exactement. Sur le marché SCPI, depuis la hausse des taux, on observe que la collecte, effectivement, dégringole un petit peu, en tout cas se resserre. Est-ce que ça a un impact pour les nouvelles SCPI et notamment pour Darwin aujourd'hui? Alors oui, ça a un impact dans le sens où on pourrait investir plus. Et nous, on vit avec notre frustration de dire en fait, on pourrait investir plus. Mais aujourd'hui, on a une capacité d'investissement qui est limitée. Maintenant, en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'investisseur puisqu'il se retrouve avec un portefeuille dans lequel il est actionnaire d'actifs qui sont sursélectionnés et uniquement finalement la crème de ce qu'on peut recevoir. Maintenant, la performance de notre côté, on veut l'avoir à long terme, donc on prend notre temps. On est diversifié aussi dans la typologie de produits. Il n'y a pas uniquement la SCPI. Aujourd'hui, on a une deuxième activité sur laquelle on fait des actifs à création de valeur. Donc on est diversifié pour assurer aussi une pérennité du gérant et ce qu'on appelle du risque émetteur, de la société de gestion. En face, ce qu'on constate, c'est qu'un certain nombre d'acteurs du monde de la SCPI, des small cap, à nouveau, petite capitalisation, eux peuvent se retrouver dans une situation où la collecte ne suit pas, il y a une forte dépendance vis-à-vis de cette collecte. Donc, la société de gestion peut être à risque, ce qui aujourd'hui est moins notre cas avec notre stratégie de diversification. Maintenant, il y a un vrai enjeu pour nous à se développer, créer de la valeur dans le temps pour pouvoir asseoir une notoriété et être visible auprès des investisseurs. Mais je ne m'inquiète pas puisque quand on regarde à nouveau les gérants qui collectent beaucoup aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tout est une histoire de cycle. Aujourd'hui, dans le podium, c'est des SCPI 2021, par exemple, 2021-2022. 2021, c'était il y a 5 ans. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans? Est-ce que le cycle va continuer de tourner? Qui sera finalement favorisé dans cette période? Parce que ce qui se passe, c'est que les gros collecteurs d'aujourd'hui, forcément, doivent déployer vite et fort. Donc, peut-être qu'ils vont y arriver, peut-être que finalement, ils vont faire des acquisitions trop vite. J'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le podium a moins de 5 ans d'existence. Donc, en fait, il se peut que le marché tourne dans 3 ans, dans 5 ans. Et nous, aujourd'hui, on sera ravis de continuer de se développer. On sera ravis de maintenir notre stratégie, de dire on fait des investissements avec une sursélection des actifs. On ne vise pas une capitalisation extrême. Maintenant, c'est au marché de décider qui sont les acteurs qu'il a envie de mettre en avant, pousser, suivant la thèse d'investissement de chacun.
Tu as déjà commencé à y répondre un petit peu, mais comment tu vois et vous voyez chez Darwin le marché SCPI d'ici 3 à 5 ans? Plus d'acteurs, moins d'acteurs, plus de concentration, plus d'Europe? Aujourd'hui, il y a des éléments qui sont factuels, qui sont un nombre de gérants de SCPI qui est assez élevé actuellement. Et de plus en plus, et ça pour être assez connecté à ce marché, c'est quelque chose que j'observe, des distributeurs, donc des conseillers en gestion de patrimoine qui s'associent, même capitalistiquement, hein, avec des gérants pour pouvoir avoir un circuit de distribution favorisé. C'est une piste qui me paraît saine dans un marché avec beaucoup de compétition et quelque chose que même nous, hein, nous pourrions regarder à l'avenir. En tout cas, le sujet des gérants va être comment j'accède à cette collecte sur un marché très compétitif avec des thèses d'investissement qui sont assez proches, hein, on va se le dire, les unes des autres. Maintenant, la façon de travailler n'est pas la même, la mentalité des personnes, parce qu'à la fin, c'est des personnes, n'est pas la même. Mais je pense que sur un horizon de 3-5 ans, il va y avoir une concentration de SCPI par des fusions-absorptions et des associations qui vont se démultiplier de distributeurs, donc de conseillers de gestion de patrimoine et de gérants immobiliers pour avoir accès justement à une collecte et créer de la valeur avec une notion de groupe et non plus de gérants indépendants et distributeurs. Alors, il y aura toujours cette notion d'indépendance parce que l'AMF l'impose, mais il pourrait y avoir des liens privilégiés et donc une collecte qui peut être assurée pour certains véhicules avec ces liens capitalistiques. Et c'est un peu le fonctionnement, alors même si ce n'est pas le même raisonnement derrière, mais qu'on peut avoir sur des SCPI bancaires qui vont profiter des flux de l'ensemble du réseau sur la distribution des véhicules. Exactement. Aujourd'hui, quand on regarde les SCPI bancaires, elles ont un flux. Alors, elles ne génèrent pas forcément des performances qui les mettent sur le devant de la scène dans les meilleurs classements, mais elles ont un flux de collecte qui existe, qui tient dans le temps, puisqu'il y a une notion de réseau. Et je pense que cette notion de réseau, elle va revenir. Alors, on a parlé beaucoup de l'indépendance sur ces dernières années. Énormément de gens se sont lancés là-dessus. On voit dans le marché des CGP que finalement, la concentration est en train de devenir assez forte, hein. Il y a de plus en plus de fusion-absorption dans ce marché. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Et on a déjà aujourd'hui, nous, étudié 4 dossiers en 2025. Hein, donc ça existe déjà, des fusions-absorptions dans le marché de la société de gestion et des SCPI. Et donc pour Darwin RE01, à quoi ressemble la trajectoire si tout se déroule comme prévu d'ici fin 2026 ? Alors fin 2026, c'est une exposition majoritaire au marché européen, le développement de nouveaux pays. Hein. Aujourd'hui, on regarde Portugal, Allemagne, Pays-Bas, qui vont être dans notre thèse d'investissement et qui seront dans notre portefeuille dans les mois à venir. On a déjà des nouvelles qui vont bientôt arriver. Et à nouveau, une performance qui est en lien avec la promesse client, sans être dans un objectif démesuré de performance pour aller chercher du classement. Nous, ce qu'on veut, c'est tenir une performance dans la durée. Notre performance dans la durée est de 6,5. Voilà, si on les fait, on sera content. Si on fait mieux, on sera très content. C'est ce qu'on vise. Potentiellement, une revalorisation de part, ça pourrait être aussi à l'ordre du jour, puisqu'aujourd'hui, on a encore la place pour le faire. Donc voilà, tout ça combiné fera de Darwin RE01 une SCPI européenne diversifiée avec un rendement cible potentiel de plus de 6,5. En tenant cette promesse, on sera très satisfait. Et si tu avais un dernier mot à faire passer pour les investisseurs qui te découvrent via Epargnou ? Le dernier mot, je dirais, dans votre analyse d'allocation, dans quel SCPI je vais investir, il faut prendre différents paramètres. Le premier paramètre, et souvent, ce qui, moi, m'a étonné et assez déclassé en réalité, c'est la qualité des actifs embarqués. Donc, vous avez juste à ouvrir finalement le site internet, regarder les actifs, regarder les locataires et vous faire une opinion propre, comme si vous achetiez, vous, cet immobilier, parce qu'à la fin, c'est entre guillemets le vôtre. En détention indirecte, bien sûr, mais c'est le vôtre. Donc, regardez la qualité des actifs, la qualité des locataires, se faire une opinion là-dessus. Très souvent, on peut retrouver aussi des actifs devant lesquels on est déjà passé, à côté desquels on peut habiter aussi, parce qu'on est un acteur européen, on achète en France, en Espagne, les vacances, la maison du cousin. Voilà, il y a souvent des notions, on parle souvent avec nos investisseurs et on voit qu'il y a des actifs qu'ils connaissent finalement. Donc se faire une opinion sur les actifs. Et ensuite, la sage décision sur ce cycle 2026, de mon point de vue, c'est de ne pas baser l'intégralité de sa décision sur les classements.
puisque aujourd'hui les classements sont très hétérogènes. Il y a des acteurs qui dépassent les 10%, d'autres qui font 6, 7, d'autres qui font 4. En fait, si on se base uniquement là-dessus, on peut se retrouver avec finalement des investissements qui ont des indices risques qui sont plus élevés que la moyenne. Donc ne pas baser uniquement sa réflexion sur je vais aller chercher le plus performant, le plus agressif en taux de distribution, puisqu'en face, il y a un risque. Et donc tout ça ramène une décision qui me semble équilibrée. La qualité des actifs, la performance embarquée, mais un paramètre parmi plusieurs, et là-dessus se faire une conviction. Oussama, merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange. Je vous le rappelle ou je vous l'annonce si vous ne le savez pas, mais la SCPI Darwin RE01 est disponible sur notre plateforme épargne.com et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Merci beaucoup.